désormais prêter serment face au roi. Voici votre serment. Moi, monsieur de Savignac, je jure et promets à Dieu le Créateur, sur la foi que je tiens, que je vivrai et mourrai dans la religion catholique, apostolique et romaine, que je serai fidèle au roi et ne me départirai jamais de l'obéissance qui lui est due et à tous ceux qui commandent sous ses ordres, que je garderai, défendrai et soutiendrai de tout mon pouvoir l'honneur, l'autorité et les droits de sa majesté, à ceux de sa couronne, envers et contre tout, que je ne quitterai jamais son service pour autre dans celui d'un prince étranger, sans sa permission et agrément de sa majesté par écrit, que je lui révélerai tout ce qui viendra à ma connaissance contre sa personne et l'intérêt de son État, que je garderai exactement les statuts et règlements de l'ordre de Saint-Louis auxquels sa majesté m'agrège et m'honore de la qualité de chevalier, et je me comporterai en tout comme un bon sage, vertueux et vaillant chevalier. Je jure et promets de garder et d'observer inviolablement tout le contenu de ce serment. Messieurs, présentez. Ordre. Monsieur, faites-vous le serment que je viens de prononcer? Par Dieu, je le jure. Et par Saint-Louis, le roi lui-même va vous faire chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Félicitations, chevalier. Monsieur de Savignac, rejoignez votre emplacement. Portez. En. Fermez le banc. La première brigade, à moi. Épée au four. Passage vers les Indes. Et il va le chercher ici, dans l'embouchure du Saint-Laurent. Alors comment on se dit, mais ça n'a toujours pas été découvert et pourtant ils connaissent déjà cette embouchure. Parce qu'en fait, il y a les pêcheries de Terre-Neuve, qui sont les pêcheries de morues qui ont sauvé tout bêtement de la famine l'Europe. Elles sont exploitées depuis au moins le haut Moyen-Âge par les Basques et les Bretons et peut-être même depuis l'Antiquité. Donc en fait, les pêcheurs connaissent et savent que là, il y a un grand espace. Et pourquoi ils pensent que c'est une mer et qu'on peut passer à l'ouest? C'est que la distance à l'embouchure du Saint-Laurent au niveau de la Gaspésie, c'est la distance entre la France et l'Angleterre. Voilà, pour vous donner une idée de l'échelle. Et donc Jacques Cartier en 1534 va accoster ici, en Gaspésie. Ça donnera la ville de Gaspé. Et il va rencontrer tout de suite les Amérindiens, les Micmacs, qui sont un peuple de langue algonquine. Comment ça s'appelle ici? Les Micmacs ils répondent, c'est chez nous, c'est notre village. Et village en algonquin ça se dit Kanata. Voilà. Donc en fait de nos jours, le terme Canada est utilisé par les Britanniques depuis la conquête, et ils ont créé le pays, le Canada, mais en fait c'est un terme utilisé par les Français. D'une manière générale, dans toute l'Amérique du Nord, quand vous voyez des noms à consonance amérindienne,
c'est que les Français y sont passés. Ils ont tenté, vu que c'est des langues uniquement parlées, elles ne sont pas écrites, ils ont essayé de les franciser. Et ils les ont écrites. Voilà, ils ne les ont pas remplacées. Vous allez voir, on ne peut pas parler de l'histoire de la Nouvelle-France sans parler de l'histoire des relations entre les Français et les Amérindiens. Parce que tout bêtement, sans eux, l'histoire n'aurait jamais été créée. Nous sommes au premier empire colonial français. Celui-là, il a été fait en collaboration avec les autochtones. On parle d'Amérique du Nord, mais on peut parler aussi du Sénégal. On peut parler également des Indes et à différents autres endroits en fait. Les Français arrivent et vont essayer de rentrer en collaboration. Sa Majesté Louis XV, que vous avez suivi, a reçu à Versailles un chef Huron et un chef Abénaki, les anges gardiens de la Nouvelle-France, qui sont arrivés en grande tenue. Mais en grande tenue amérindienne, avec beaucoup de perles magnifiques et de plumes. Et la cour s'est moquée d'eux. Sa Majesté a pris le chef Huron dans ses bras et l'a appelé à haute voix « mon frère le roi ». Ce qui a calmé tout le monde et montré la considération qu'on pouvait avoir pour eux. Sans eux, la Nouvelle-France n'existe pas. On dit que la Nouvelle-France existe à une portée de fusil depuis les forts. Et là, pour l'instant, je vous ai juste décrit Jacques Cartier, qui est un explorateur et un marin. Au demeurant, il met 5 semaines à traverser l'Atlantique et ce record ne sera battu qu'au 19e siècle par les clippers. Donc bon, il a eu de la chance, c'était un très très bon marin. Le fleuve se rétrécit, tout bêtement. Encore une fois, un nom algonquin. Samuel de Champlain, il a beaucoup de chance. En fait, le moment où il arrive dans la zone, les tribus algonquines locales sont en train d'organiser ce qu'on appelle une grande tabagie. Une grande tabagie, c'est une réunion rituelle entre différentes tribus pour décider de grandes choses. Et là, en l'occurrence, ils décident d'une alliance, si oui ou non on part faire la guerre aux Iroquois. Les Iroquois, dont l'aire géographique, c'est au sud, là où se poseront les Anglais, la Nouvelle-Angleterre. Il faut savoir que les Algonquins et les Iroquois, ils n'ont pas eu besoin des Anglais et des Français pour se taper dessus. Ils le faisaient bien avant notre arrivée, ils ont continué bien après, et globalement, ils se sont positionnés des deux côtés. En fait, cette grande tabagie a été vraiment fondatrice. Samuel de Champlain comprend qu'il y a beaucoup de rites à respecter dans cette culture, et il ne va pas s'imposer. Il se fait inviter, et il respecte scrupuleusement ce qu'il comprend des rites. Il va fumer également, il a dû être bien malade, parce que pour avoir testé le tabac amérindien, c'est un peu compliqué. Je me dois de respecter le traité que tout le monde a signé, enfin signé, que tout le monde a dit. Et du coup, c'est comme ça qu'il va y avoir la relation entre toutes les tribus de langue algonquine. Donc ils sont nombreux, je vous ai parlé des Micmacs, des Abénakis, d'autres algonquins, il y a les Outaouais. Outaouais qui habitaient sur la rivière des Outaouais, qui va donner la capitale fédérale actuelle, Ottawa. Voilà, tout bêtement. Et donc le lendemain, ils vont faire la guerre contre les Iroquois. Bon, ça n'a pas toujours été très très évident, dans le sens où les Iroquois, c'est une nation très guerrière, et ils ont quand même brûlé 3 fois Montréal, et attaqué de nombreuses fois la Nouvelle-France jusqu'en 1701, et beaucoup moins saine et que ça se finit en réserve. Je résume, les Anglais sont là pour coloniser et remplacer les terres, tout bêtement. On éjecte les populations, on s'installe en grand nombre. Donc ils n'ont pas la même relation avec les locaux, et ça c'est partout, c'est valable absolument partout au monde, et encore plus au 19e siècle quand l'Angleterre gouvernera le monde. Il n'y a pas d'autre mot, le 19e siècle est un siècle anglais. Mais en français, sauvage, ça vient du latin silva, silvae, la forêt. En fait, ils les appellent les sauvages parce que ce sont des habitants de la forêt. Donc maintenant que je vous ai prévenu, on va pouvoir parler comme au 18e siècle, et je parlerai de sauvage et ça ne sera pas péjoratif et pas raciste. Voilà. Donc, nous parlons de Samuel de Champlain qui fonde Québec au début du meilleur castor. Le castor, ça se chasse pas, ça se trappe, ça se piège. Et finalement, au lieu de le faire nous-mêmes, même si c'est occasionnel, on se rend compte que les Amérindiens, eux, ils le font depuis des millénaires, et on va leur échanger. On va faire ce qu'on appelle de la traite. La traite, c'est tout simplement du troc. Et il faut savoir que dans cette culture, il n'y a pas de différence entre un échange commercial et de la diplomatie. Les deux sont intimement liés, même pour signer, entre guillemets, pour sceller un traité, il faut des échanges de présents. Je vous rappelle que c'est une culture asiatique, on retrouve ça justement dans énormément de cultures asiatiques. Et la traite de fourrure, c'est des gens qui vont partir de Montréal avec des canoës remplis d'objets manufacturés européens, qui vont remonter par différents moyens, je vous passe, aller dans les pays d'en haut, et aller à la rencontre des Amérindiens et ramener des peaux de castor dans des ballots comme vous pouvez voir, les ballots de la compagnie de mon oncle, Monsieur le gardeur de Repentigny, LR, qui sont bien étiquetés, etc., bien évidemment pour être envoyés en France. La traite, qu'est-ce qu'on échange à New York ou à Boston? Boston, hein, pas Boston, on n'est pas anglais.
Déjà avant notre arrivée, c'était le chemin de passage entre l'Iroquois et Algonquin. Donc, du coup, ils le connaissent très très bien. Et on l'utilise beaucoup. Parce que le Canadien, à part Cavelier de la Salle qui est assez fou pour partir ici, j'ai des exemples en pagaille. Il y en a un autre qui dit je vais faire un raid en Nouvelle-Angleterre et finalement il se ravise et au lieu de partir au sud, il dit moi non, je vais partir au nord. Et en fait, avec les mêmes hommes, sans rien prévenir, il attaque la baie d'Hudson, qui est à peu près par là. Comme ça, en plein hiver, moins 40, à la raquette. Je peux vous raconter une anecdote. À Montréal, un soir de beuverie dans une taverne, il y a un milicien qui fait « Demain, on attaque Boston ». Pardon. Ils finissent leur soirée, ils sont complètement faits. Le lendemain matin, devant la taverne, les hommes prennent leurs fusils, leur sac avec de la viande séchée, et ils disent on y va. Ils vont voyager au bout de leurs fusils. On est en plein hiver, on est au mois de février, ils ont juste des raquettes, des fusils, de la viande séchée, et ils vont traverser. Pas de peau pour eux. Dans la taverne, il y avait un espion anglais. L'espion anglais active immédiatement tous ses contacts. Il faut prévenir Boston, et vous savez que le nerf d'un réseau d'espionnage, c'est les communications. C'est bien d'avoir l'information, mais il faut l'envoyer le plus vite possible. Sachant qu'en plus, ils ont la Royal Navy pour ça. Donc il envoie ses courriers. La Royal Navy arrive à Boston et fait attention, vous allez vous faire attaquer par des gens sous, énervés et qui sont venus en raquette. Et bien en fait, quand la Royal Navy arrive, Boston, les faubourgs de Boston avaient été brûlés la veille. Voilà. Des histoires comme ça en Nouvelle-France, il y en a partout. Si on fait une analogie moderne, on pourrait lire de l'heroic fantasy ou du western en fait. Et pourtant c'est l'histoire. Et maintenant il faut la défendre, la Nouvelle-France. Et du coup je vais vous parler des compagnies franches de la marine, qui sont les seules troupes régulières jusqu'en 1754 à défendre la Nouvelle-France. Les compagnies franches de la marine. Alors pourquoi de la marine? C'est parce que toutes les colonies dépendent du ministère de la marine. Et finalement nos compagnies franches ont donné 3 corps d'armée modernes. Il y en a qui sont allés sur les bateaux pour utiliser les fusils pendant les combats, ça donnera les fusiliers marins. Il y en a qui sont servis de troupes de débarquement, notamment en Inde et aux Antilles, ça donnera l'infanterie de marine actuelle. Et enfin, ceux qui sont partis en Nouvelle-France et qui ont appris la guérilla, la petite guerre auprès des Amérindiens, donneront les commandos marines. Voilà. Alors pourquoi franche ces compagnies? Parce qu'en fait, au tout début, on a créé des régiments de marine. Le Royal Vaisseau, le Royal de Pont, ce genre de choses. Le problème, c'est que y a des guerres en Europe, et quand l'armée de terre avait un trou dans ses effectifs, ils allaient chercher le régiment de marine et le mettaient à terre. Parce qu'ils étaient organisés de la même façon. Donc c'était facile de les faire combattre à terre. Et Richelieu, en fait, va dire non, ça va pas du tout, parce que la marine a ses propres besoins, en fait. Il faut qu'ils puissent conserver aussi de l'infanterie de marine. Donc ils ont créé des compagnies franches. Elles sont toutes indépendantes, 50 hommes, et elles ne savent pas se battre ensemble, du moins elles ne sont pas formées. Il y a des exceptions, bien évidemment. À cause des tanneries, notamment. Voilà. En Nouvelle-France, tout est propre. On est au 18e, le siècle des Lumières, il y a des courants hygiénistes, donc on commence à se pailler comme un poisson. C'est-à-dire sur une planche, avec des décors, avec des algues derrière. Et il dit, bah voilà, le castor, ça vit dans l'eau, ça se nourrit dans l'eau, ça se reproduit dans l'eau, c'est un poisson. Du coup, il faut en manger. Et le pape qui a jamais vu un castor fait une bulle papale pour dire, oui, le castor est un poisson à fourrure, vous pouvez en manger les jours maigres. Et vu que c'est une bulle papale, c'est la volonté divine, bah encore de nos jours, le castor est un poisson. Et voilà, c'est ça aussi. On est dans une société où clairement l'Église régit la société. Mais il y a la notion de survie, et finalement c'est un peu le résumé de toute la société de Nouvelle-France qui va donner la société québécoise, mais ça c'est un autre sujet. Et en 1760, et c'est fini en fait. Les Anglais prennent possession de la Nouvelle-France. Voilà. Et à la fin de la guerre de 7 ans, qui est une catastrophe monumentale pour la France. C'est ça, oui, c'est la guerre de 7 ans qu'ils ont perdu. C'est ça, on perd la Nouvelle-France. Ah oui, c'est ça. Et donc eux ils s'installent et ils créent du coup la colonie Canada. Ils reprennent le nom français et ils disent que c'est la colonie du Canada. Et finalement, ce qu'on appelle de nos jours le Québec, c'est les restes de la Nouvelle-France, c'est les francophones de la vallée laurentienne qui ont cette particularité de parler français alors qu'ils sont dans un pays anglophone. Quelque chose qu'on a tendance à oublier. En fait, au Québec, il n'y a qu'une seule langue officielle, c'est le français. Et dans le reste du Canada, il y en a deux qui sont l'anglais et le français, parce qu'il y a des communautés francophones partout dans le Canada. Voilà. Alors, à l'époque où nous trouvons, donc en l'année 1748, Quand vous me dites mon nom, je n'existe plus. Bien sûr. Alors, pour vous donner quelques indices, je viens du sud de la France. Je suis très mauvaise sur ce truc-là. Je fais partie de ces peintres de cette période qui promulguent dans leur peinture
l'amour, la courtoisie et un peu la Personne. polissonnerie. C'est toujours C'est une suggéré, Continuez mais de dans ce façon sens-là. romantique. On m'appelle le peintre Vous du voulez bonheur. la lettre? Non, non, je dis un lettre. Mais mon nom est lié aujourd'hui Un à quelque chose de anonyme. connu, mais qui n'est pas forcément la peinture. Si vous me C'est dites plutôt le mon nom, parfum. je n'existe plus. C'est-à-dire que si vous me parlez, je n'existe plus. Un titre Non. Non. Si. Si. Bien- Vous voulez la Vous avez réponse? trouvé. La lettre. S. Donc effectivement, Encore. c'est bien Jean-Honoré Fragonard. D'accord. Alors le parfum, le père de Jean-Honoré Fragonard, donc le peintre donc, que j'incarne, était gantier. Dans la ville de Grasse, Oui. il n'était pas forcément Sieur. connu à l'origine pour Sieur. ses bonnes odeurs, puisque l'activité de tannerie était particulièrement Dois-je vous donner un pestilentielle gage dans si c'est l'odeur. moi qui donne la réponse? Mon père était gantier, et Faut pas c'est le applaudir seul madame. cuir que l'on va parfoumer. Madame, vous allez Faut imiter éviter ma qu'il soit trop chèvre. fort. Ok. D'ailleurs, C'est le mouton. on le tanne j'ai à dit l'urine de chèvre. chèvre, Bah, je ne sais qui est pas. un peu moins fort. Alors vous remplacez le Et B par un M. ensuite, on les parfume. Voilà. François Boucher le considère comme pas vraiment intéressant, voire même un peu feignant ou même inutile. Sa peinture est un peu... les artistes entre eux sont plutôt violents. Quels ont été ses plus célèbres tableaux? Celui-ci que je peins, donc l'escarpolette. Les heureux hasards de l'escarpolette. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'une escarpolette déjà? Une balançoire? Une balançoire. Les heureux hasards. Parce que lorsqu'on pousse une balançoire, donc comme on dit, on dit le peintre du bonheur, c'est exactement ça. Mais c'est toujours des scènes qui sont codées et codifiées. Tout a un code et tout a une résonance. Dans le fond, qui n'est pas encore peint, c'est le mari. Le mari est dans l'ombre. L'amant est renversé dans les rosiers. Et il a vu directement sous les jupons de madame. Et qu'est-ce qui est le plus érotique? Le pied avec La cheville, au XVIIIe siècle, le plus érotique, on n'irait pas représenter des nus directement. Mais quoi qu'il en soit, ce genre de tableau n'est pas possible d'être représenté en salle. Parce que les gens de l'époque connaissent les codes. Ouais, d'accord. Une toile aussi charmante soit-elle représente un scandale. Tout artiste avait un mécène, c'est un peu obligatoire. Mais la scène est totalement différente. La jeune fille va exprimer les sentiments, mais surtout la pudeur. La rose est un symbole très pudique à l'époque, puisqu'on le prête dans les cheveux des jeunes femmes. Madame. Enfin, ça représente la vertu, quoi qu'il en soit. Un pâtissier a inventé pour lui ce gâteau en forme de bouchon imbibé de rhum qu'il a trouvé très très bon. Et vous pouvez en trouver encore aujourd'hui à la pâtisserie Storer à Paris qui continue à faire la recette qui a fait les délices de mon père. Et donc vous êtes bien marié à Fontainebleau, c'est ça? À Fontaine, c'était tellement longtemps. Vous êtes tombé dans les... Et ça fait tellement longtemps que le roi m'a délaissé. Mais oui, exact. C'est à Fontainebleau et la cérémonie a été fort longue et j'avoue que je me suis sentie un peu mal. Oui. J'étais très jeune, impressionnable, enfin moins jeune que le roi tout de même. J'ai 7 ans de plus que lui. Ah, vous avez 7 ans de plus Ce qui que ferait lui. presque de moi une cougar. Mais le grand bonheur de donner un dauphin à la France, mon fils Louis qui a 18 ans. Malheureusement, le deuxième fils, le duc d'Anjou, Philippe d'Anjou, mon deuxième fils, a disparu il y a bien des années déjà. Donc, je n'ai eu que des filles autrement et c'est une de mes grandes douleurs de ne pas avoir pu donner un deuxième héritier au royaume. Mais mon fils, Goliard, est en très bonne santé. Il participe très vaillamment, n'est-ce pas, à la guerre de succession d'Autriche et il se distingue sur le champ de bataille. Je peux en témoigner, Majesté. Voilà. Je suis à ses côtés. Monsieur l'exemple peut en témoigner. Et Dieu le garde, il assurera lui aussi une bonne descendance. Mais il n'a pas d'héritier encore? Pour l'instant, seulement une fille.
Quelqu'un veut jouer avec nous? C'est un jeu d'adresse. Et si vous perdez, vous avez un gage. Ah bah, allez hop. Je m'en doutais. Non, je ne me le serais pas permis ici. Vous avez vu? Il a l'œil. Au moins pas jour du Seigneur, mon cher. Il a un œil. Oh, j'étais en train de vous habiller la gorge. Est-ce que le duc d'ailleurs a l'œil un peu égaré? Je vais changer de nuit, madame. Madame, je crois que vous avez oublié de mettre un point. N'oubliez pas votre deuxième jeton. Je crois qu'elle essaie de noyer le poisson. Oui. Oh, madame, quel jeu de mots. Tout le monde est saisi. C'est pas grave. Pas grave. Parce que le vrai nom de madame Pompadour était Jeanne Poisson, madame. Mais moi j'ai compris, c'est pour ça. Non, mais je l'explique au peuple. Ça prendrait que nous ne sommes pas tout seuls en France. L'espérance de successeurs le retiendront aussi. Jolie robe qu'il est ici à Paris. Oh, merci votre majesté. Elle fait ressortir votre pain d'une façon tout à fait. Merci, vous êtes si douée. Attendez de connaître le gaz. Madame, si vous le permettez. Allez-y, allez-y, je vois que vous prenez le taureau par les cornes. Oui, elle fait ça très bien. Perdu. Faites, madame. Je suis. Alors, Bien bravo. Madame de Pompadour. C'est sage. Voilà. Avec brio. Avec brio. Les choses vont très vite, madame. Madame Geoffrin, nous nous sommes tellement amusés avec votre jeu de Bourrinet que nous avons envie de recommencer. Eh bien, avec grand Avec plaisir. le roi et la marquise. Voulez-vous participer? Bien sûr, je vous en prie. Vous voulez décaler si vous voulez, il y en a là. Installez-vous, rapprochez-les si vous avez besoin. Voulez-vous vous asseoir? Je vais le prendre, oui. Je vais en prendre. Vous nous quittez? Et nous allons faire jouer tout le monde, qu'en pensez-vous? Il reste un siège pour vous. Ah non, elle est là-bas. madame. Oh là là. Bon, Place au roi! Je suis obligé d'assurer votre sécurité aussi.
trop en bonne mère. D'accord avec moi. D'habitude, non? À l'arrière. Actuel avec tout ton Non, mais c'est ici l'arrière. Deuxième divertissement, un tout petit peu plus compliqué. Le rigodon tapageur. Regardez bien le jeu des baguettes. répété en plus, personne dans le public. C'est pas grave là. C'est fatigant. C'est fatigant là. Mais arrête, c'est bon, arrête. Oh putain là, tu m'énerves là. Bouge-toi là. On va régler ça dans le temps. Ah! Et voilà. Pour pouvoir continuer ces ordonnances, le roi demanda que tout soit exécuté en manchot. En voici quand ils font à deux. un extrait. Oui, c'est ça.
toutes les faire rentrer au camp. Eh bien, tout simplement la marche des éclopés. Que la marche du roi. Bravo. La garde, à moi! Arrivé à bon port. Nous avons failli attendre. On était légèrement distraits sur leur route. Je ne vois pas. Ils sont censés tout porter. Je ne sais pas. Madame du Château, bien sûr. Vraiment? Quelle surprise. Étonnant. C'est pas un qui avait caillassé les œufs. Exactement. Du coup, la femelle essaie de laisser mourir parce qu'elle a son pas grave. Craint d'être tombé en disgrâce alors que ce n'est juste qu'un oubli passager submergé par son devoir. Les enfants du roi et de la reine me découvrent. Ah oui. Vous êtes tous en pleurs, là.
sinon ça va partir. Sinon ça fait comme ça. C'est beaucoup moins stable que les barques. Hein. Nous on passe partout en fait. Ne bougez plus monsieur, ne bougez plus. Bon courage. Déjà que ma tenue n'est pas vraiment très voilà, pour l'extérieur, je me sens un peu dénudé là. Oui, c'est un peu indécent, mais on vous a plus de bol. Nous ne vous en tiendrons pas compte. Adieu. Ah. Allô. Oh. C'était quelqu'un aussi qui... Vous pouvez lancer le bout à cette phrase de nard. Alors on voit qu'il commence à y avoir de l'entraînement là. Ouais. Il s'embarque pour la nouvelle franchise. Voilà, alors normalement là où vous êtes, vous n'avez pas d'ortie. Voilà, il va voir tout la menaçante. Super. Alors quand vous voulez. C'est bien. Des kits carrosserie finis. Et moi, la 18e, le matin. Absolument pas. Je viens. Épée. Au clair. Présentez. Uniforme. C'est plat dessert. Peut-être un peu toi-même, tu passes en revue les trucs. Portez. Le duc de Luynes, propriétaire du domaine, souhaite vous adresser quelques mots. Messieurs les gardes du corps, je me réjouis d'avoir pu vous recevoir ce week-end dans mon domaine et je tenais à vous féliciter personnellement pour le service et la qualité de celui-ci que vous avez maintenu auprès de Sa Majesté ainsi qu'auprès de la population de Dampierre et de mes fidèles compagnons également qui ont, j'espère, vous ont respecté. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir auprès de monsieur le duc d'Ayen, que je remercie encore pour son service et sa prévenance en toutes circonstances et en tout lieu. Je remercie également messieurs les tambours qui m'ont fait l'honneur de répondre à mon invitation et qui a donné un peu un ton martial qui, je pense, vous rappelle pour beaucoup d'entre vous les chants de bataille des Flandres. Et je suis certain que nous accueillerons tous avec émotion et par un merveilleux Tédéum des accords de paix qui seront très prochainement signés. Messieurs, je vous salue. Présentez nos armes. Portez vos armes. À mon tour, merci de remercier très sincèrement la musique pour la qualité du travail que nous avons pu réaliser ensemble tout le week-end. Ça nous permet de nous entraîner et de donner plus de cachet à nos activités. Donc merci encore
et ça sera pour nous un grand plaisir. Très bien, c'est le jeu, c'est l'exercice. La reine a voulu beaucoup se promener et nous assurons le service aux côtés de la reine jusqu'au bout. Donc c'est parfait. Merci beaucoup à vous. Juste un petit point important, l'activité n'est pas terminée tant que tout n'est pas réintégré proprement dans mon carrosse. D'accord? Donc je rappelle ça. Point particulier, on ne baigne pas tout dans le carrosse. Donc on reste bien jusqu'au bout pour la réintégration du matériel. Bravo! Très bien, merci à tous. Présentez vos armes. À la disposition de l'exemple. Merci encore. Vive l'armée française! Portez armes, épée, à l'étui.